Je suis architecte en solutions pour la santé. Donc mon parcours est un parcours technique, je dirais, mais je travaille beaucoup autour des métiers, des usages en santé depuis une dizaine d'années. Je suis basé à côté de Nice. IBM a un centre en fait européen, et mon travail est d'aider mes collègues, principalement en Europe, à promouvoir des projets innovants et surtout qui ont une valeur pour les utilisateurs dans le monde de la santé. Donc le sujet d'aujourd'hui concerne les données. Quels sont les outils d'analyse de données qui sont à nos dispositions, et un projet particulier qu'IBM a mené et est en train de mener, qui s'appelle Watson. Voilà. Alors je m'excuse un petit peu parce que les transparents ne rendent pas très bien. Le fond noir n'était pas le plus adapté. Donc voilà, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, on va parler de données, on va parler de big data, qui est un sujet important, particulièrement en santé, mais pas seulement. Donc big data, c'est habituellement associé à 3 V. Volume, vélocité, variété. Donc si on applique ça en santé, le big data en santé, c'est beaucoup de données qui sont récupérées de systèmes d'information, de modalités, de plus en plus de devices, d'équipements qui vont être associés à un patient. Et puis une révolution qui est en marche, qui arrive petit à petit, c'est le séquençage d'un génome, d'un ADN, qui prend énormément de place. Donc on voit une explosion des données dans le domaine de la santé, mais pas seulement, avec également des besoins de vélocité. Donc on n'a pas toujours le temps de stocker les données dans un entrepôt de données pour ensuite les analyser. Si vous prenez le cas d'un service de réanimation ou d'urgence, vous avez les équipements qui peuvent être connectés en temps réel à des patients, et on veut avoir besoin en temps réel d'analyser ces données-là au plus tôt pour être capable de détecter des tendances, des déviations. Donc on a travaillé par exemple à Toronto dans des services de pédiatrie pour des bébés prématurés, et en analysant en temps réel les signes vitaux de ces patients, on est capable d'anticiper au plus tôt des déviations et des complications. Et le 3e V, qui concerne la variété, une information, je ne sais pas si vous la connaissez, 80% des données sont non structurées. Non structurées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compréhensibles par un ordinateur traditionnel. Donc elles ne sont pas stockées dans une base de données sous forme d'une colonne, elles ne sont pas associées à une terminologie. Donc ça va être typiquement des vidéos, des images et beaucoup de textes. Donc typiquement du texte, des commentaires, du texte libre. Et les systèmes informatiques traditionnels ne sont pas capables de retrouver du sens dans un texte, dans un commentaire. Et puis, un élément également important, qui n'est pas toujours associé au big data, c'est la notion de véracité. Donc, quand on va intégrer des données provenant de différentes sources, donc c'est le cas du DMP ou c'est le cas d'autres systèmes en santé, on va avoir besoin de corréler des données, d'indiquer que ces données sont relatives à un même patient. On va avoir peut-être des informations différentes qui proviennent de sources différentes. Donc il va falloir être capable de donner du poids plus important à une source ou à une autre. Donc les ordinateurs, dans ce contexte-là, sont très efficaces pour certaines tâches. Donc si vous voulez effectuer des calculs complexes, un ordinateur va faire très très bien le travail, beaucoup mieux qu'un être humain. Si vous voulez interroger une base de données, si vous voulez accéder à une information qui a déjà été structurée, pré-renseignée, pré-codée, pré-traitée, l'ordinateur va vous faire ça très vite. Mais un ordinateur ne sait pas comprendre le langage naturel. Donc, si dans un texte, dans un commentaire, vous avez le nom d'une personne, d'un patient, David Jones, s'il n'est pas exactement le même que celui que vous avez dans votre système d'information, l'ordinateur va vous dire non, Dave Jones, pour moi, ce n'est pas la même chose que le patient David Jones. Et donc, un ordinateur ne va pas être capable de comprendre les subtilités
du langage naturel. Donc, IBM avait travaillé, vous vous souvenez peut-être, sur un projet qui s'appelle Deep Blue, dont le but était de jouer contre le meilleur joueur d'échecs. Et le but pour IBM, c'était de montrer qu'on pouvait construire un ordinateur très puissant, capable d'analyser de plusieurs algorithmes à très très haute vitesse. Et en fait, ça montrait la capacité qu'avait l'informatique à analyser un champ de possibles, un champ d'algorithmes, un champ de réponses possibles, très très rapidement. Il y a environ un peu moins d'une dizaine d'années, IBM a relancé un programme en interne, donc c'était dans les années 2005-2006, où l'objectif était beaucoup plus ambitieux. L'objectif était d'être capable de comprendre le langage humain, le langage naturel. Et donc IBM a travaillé pendant 5 ans sur ces concepts-là. Et en 2011, IBM a joué à un jeu télévisé avec son système informatique. Le système s'appelle IBM Watson, contre 2 champions historiques de ce jeu. Donc le jeu s'appelle Jeopardy, il est très connu aux États-Unis, peut-être au Canada aussi. C'est un petit peu l'équivalent d'un question pour un champion. Et pendant 3 jours, Watson a répondu à des questions et posées en langage naturel et a utilisé une base de référence, des données de référence également en langage naturel pour déterminer une réponse. Donc voilà quelques exemples de questions et voilà les 5 dimensions sur lesquelles IBM souhaitait travailler. C'est tout d'abord la possibilité d'avoir un système qui réponde à des questions dans un domaine large et ouvert, donc typiquement des questions de culture générale. On voulait être capable d'utiliser un système dans des conditions particulières, notamment dans un langage complexe. Les questions du jeu Jeopardy sont posées avec un petit peu d'ironie, avec des jeux de mots, avec des choses qui sont particulièrement difficiles à comprendre. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il fallait répondre avec une grande précision, c'est-à-dire que si vous répondez au jeu mais que vous avez tort, vous perdez de l'argent. Donc à un moment donné, une stratégie du jeu est de répondre uniquement quand vous êtes sûr de la bonne réponse. Et c'est quelque chose, on va le voir, qui est intéressant en santé. Si on imagine un système qui va proposer à un professionnel de santé un traitement, un diagnostic, on ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit donné au hasard, on veut quelque chose qui soit proposé uniquement si l'indice de confiance est suffisamment élevé. Et bien sûr, il y avait une notion de rapidité, donc là il y avait une notion de temps réel, la réponse devait être donnée en moins de 3 secondes, et dans la réalité, si vous ne répondez pas dans la seconde, les 2 adversaires le faisaient à votre place. Donc là vous avez un certain nombre de questions avec des réponses. Bon voilà, tous les policiers peuvent remercier Stéphanie Kolek pour l'invention de cette fibre polymère 5 fois plus résistante que l'acier. Donc c'est le Kevlar, il fallait répondre le Kevlar et vous gagnez $600. Bon, et etc. Un certain nombre de questions. Donc pendant 3 jours, IBM n'a pas répondu juste à toutes ces questions-là, mais au final a gagné en fait ce jeu contre les 2 champions historiques. Un point important à ce moment donné de mon exposé, c'est de différencier Watson d'un simple moteur de recherche. Donc si vous, dans votre vie de tous les jours, vous devez prendre une décision, vous allez typiquement aller sur Internet, sur un moteur de recherche, vous avez votre propre requête, votre propre demande, et vous faites un premier travail qui est de décomposer votre requête et d'en extraire 2 ou 3 mots-clés. Ces 2 ou 3 mots-clés, vous allez les soumettre à un moteur de recherche qui va retourner un certain nombre de documents qui contiennent ces mots-clés. Donc on va avoir une correspondance de mots-clés qui va être établie. Et puis il va y avoir des algorithmes un petit peu plus évolués, par exemple de célébrité ou de proximité, qui vont pouvoir affiner un petit peu le résultat. Typiquement, le moteur de recherche vous retourne un nombre de réponses extraordinairement élevé, on est bien d'accord, et c'est à vous ensuite de lire, d'analyser les réponses. Dans les 443 000 pages que votre moteur de recherche va vous retourner, c'est sûr que vous avez la bonne réponse à vos mots-clés. Par contre, vous allez passer peut-être la première page, éventuellement la deuxième, et puis sinon vous avez un processus où vous avez de nouveau rentré des mots-clés, etc.
Typiquement, vous vous adaptez en fait au fonctionnement de l'ordinateur, à la façon de fonctionner d'un ordinateur. Avec Watson, le principe est que vous énoncez une question en langage naturel et que c'est Watson qui va comprendre le sens, comprendre ce que vous recherchez, qui va faire une analyse syntaxique, qui va ensuite rechercher un certain nombre de réponses possibles dans une base de connaissances et qui va analyser ces réponses-là, qui va les scorer, qui va faire son propre travail, qui va calculer des indices de confiance et qui va vous retourner 1, 2, 3 réponses possibles à votre question. J'ai un exemple ici qui rend pas très bien. J'ai une question sur fond bleu. Je vous la traduis. Donc en mai 1898, le Portugal a célébré le 400e anniversaire de l'arrivée de cet explorateur en Inde. Et on vous demande qui est cet explorateur. Et puis, un système qui se baserait uniquement sur une correspondance de mots-clés pourrait avoir comme document de référence dans sa base de connaissances un document qui dit qu'au mois de mai, une personne prénommée Gary est arrivée en Inde après avoir célébré son anniversaire au Portugal. Et donc on voit qu'on a un certain nombre de correspondances au niveau des mots-clés et un ordinateur basé uniquement sur un système de correspondance par mots-clés pourrait dire que bon, la réponse à la première question c'est Gary. Et on sait que ce n'est pas Gary. Donc, on a besoin d'algorithmes, de méthodes d'analyse beaucoup plus fins pour que uniquement la méthode de correspondance de mots-clés. Donc ici, on a un document de référence qui nous dit que le 27 mai 1498, Vasco de Gama a débarqué sur la baie de Capa. Et Watson va utiliser en fait différents algorithmes qui vont être capables de faire du raisonnement temporel, par exemple, d'associer l'information, le 400e anniversaire en mai 1898 au mois de mai 1498, où Watson va être capable de faire, de paraphraser, donc de déterminer des synonymes. Donc arrival in ou landed in, c'est la même chose. Et puis on a également du raisonnement spatial qui est illustré ici, où la baie de Capa est une baie située en Inde. Donc tous ces éléments-là vont faire dire à Watson que Vasco de Gama est la réponse à la question. Toute la difficulté est de donner un poids à chaque algorithme, et il y en a bien d'autres qui sont utilisés derrière. Dans ce sens-là, on pense que Watson ouvre une nouvelle voie en informatique, ce qu'on appelle l'informatique cognitive. Donc on a eu, et je ne l'ai pas connu, l'époque des cartes perforées. Moi, j'ai été élevé et éduqué dans cette approche, dans cette ère programmatique. Donc j'avais des cours d'algorithmique. On m'expliquait que si on passait plusieurs fois, si on appelait le même algorithme, en passant à chaque fois les mêmes paramètres en entrée, on avait tout le temps la même réponse en sortie, donc des approches très déterministes. Avec cette approche cognitive, l'idée est d'avoir un ordinateur qui va s'adapter aux êtres humains, plutôt que les êtres humains s'adaptent aux outils informatiques. Et on va rentrer dans une ère beaucoup plus probabiliste. C'est-à-dire que si vous posez la même question peut-être plusieurs fois à Watson, mais vous n'aurez peut-être pas forcément la même réponse, parce qu'entre-temps, Watson aura appris de nouvelles choses, aura eu sa base de connaissances qui aura légèrement évolué. Donc on est dans une approche beaucoup plus statistique, probabiliste. Donc Watson, ce système qui a joué à ce jeu télévisé, est un système cognitif qui est encore très perfectible. Ce n'est pas un système intelligent, c'est un système qui comprend le langage naturel, que l'on a entraîné énormément. Ça prend beaucoup de temps d'entraîner Watson. Mais Watson a la capacité de comprendre le langage naturel. Watson peut échanger, soutenir une discussion. J'en ai parlé un petit peu, mais l'apprentissage est très important. Donc, constamment, il va falloir apprendre Watson pour lui permettre de s'améliorer, d'être de plus en plus pertinent. Watson va aider à découvrir. Donc, on a certaines utilisations dans le domaine des sciences de la vie, notamment,
où Watson va suggérer des pistes de recherche, va proposer des solutions qui vont permettre à un utilisateur d'envisager en fait de nouvelles possibilités, de sortir peut-être d'une façon de penser trop unique, je dirais, qui va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Dans le cadre du jeu Jeopardy, Watson proposait des réponses, mais n'indiquait pas le cheminement qu'il avait amené à cette réponse-là, n'indiquait pas pourquoi le Kevlar, par exemple, était la réponse à la question. Watson, maintenant, est un système que l'on applique, que l'on commence à appliquer dans différentes industries, notamment en santé. Et en santé, c'est très important d'être capable de justifier des arguments. Donc on va avoir ici un système qui va proposer peut-être des traitements, mais qui va être capable de justifier son choix et de soumettre ça à l'utilisateur, typiquement un médecin. Voilà, donc la capacité en temps réel également. Donc les 3 points clés: compréhension du langage naturel, production, génération d'hypothèses, et avec un scoring de chaque hypothèse, et capacité de s'adapter et d'apprendre. Alors je suis architecte, donc j'aime bien comprendre comment fonctionnent les systèmes. Donc là, on a un transparent avec un petit peu de texte que je vais vous traduire. Typiquement, un système Watson, avant de pouvoir l'utiliser, on va le charger, l'alimenter avec des données de référence, donc avec un corpus de référence. Lors du jeu Jeopardy, on a chargé dans Watson Wikipédia, donc l'encyclopédie culture générale d'Internet. Les documents sont non structurés, et ce qui est important, c'est que Watson ne va pas stocker toutes ces informations-là dans une base de données. Watson garde son corpus de référence non structuré. Et puis, quand vous allez poser une question à Watson, donc c'est ce qui est présenté ici sur ce transparent, la première partie va être de décomposer la question. Donc on a une décomposition syntaxique. Qu'est-ce qui est un nom? Qu'est-ce qui est un verbe? Qu'est-ce qui est recherché dans la question? Est-ce qu'on recherche une personne, une ville, un objet? Et puis Watson va décomposer la question en sous-questions, en sous-éléments. Donc c'est le principe de diviser pour mieux régner ou pour mieux comprendre. Et pour chacune de ces sous-éléments, Watson va ensuite générer des hypothèses, va utiliser différents algorithmes, on en a vu plusieurs, pour aller chercher des réponses possibles. Donc à cette étape-là, l'étape de Hypothesis Generation, l'idée est d'ouvrir le champ des possibles, de ne pas du tout se limiter. Si la réponse n'est pas trouvée à ce moment-là, elle ne pourra pas être retournée plus tard par le système. Et puis on va renverser le principe sur toutes ces hypothèses, toutes ces réponses possibles. Ces réponses possibles, on va ensuite les analyser, les évaluer en rapport à cette base de connaissances. Donc on va prendre réponse par réponse et on va avoir différents algorithmes de scoring. On va chercher des preuves, on va chercher un indice de confiance, et petit à petit, en recombinant les différents éléments de la question, on va cette fois-ci refermer le champ des possibles, on va arriver à 1, 2 ou 3 réponses et un indice de confiance à chaque réponse. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé en 2011. C'était un projet de recherche, IBM, et depuis 2011, IBM travaille à appliquer ce système dans différentes industries, et notamment dans la santé. Donc je vais laisser la responsabilité de la citation à cette personne des États-Unis, de l'UPMC, à Pittsburgh. Je crois que ce qui est quand même intéressant, effectivement, c'est que la médecine est un domaine très complexe, en constante évolution. Je crois que les médecins, les infirmiers sont comme nous, ils passent malheureusement peu de temps à se former, à se mettre à jour. On est tous très pris. Et les retours que j'ai de la part de professionnels de santé, c'est qu'effectivement aujourd'hui tout va trop vite, il y a trop de nouveaux traitements, trop de nouvelles publications. C'est très compliqué d'absorber tout ça dans une pratique quotidienne.
Donc Watson est utilisé notamment avec 3 gros partenaires aux États-Unis. Donc le centre de recherche de lutte contre le cancer MD Anderson au Texas, Cleveland Clinic, et puis un centre également de lutte contre le cancer, le Memorial Sloan Kettering. Et depuis 2011, en fait, IBM a travaillé avec ses partenaires pour voir comment Watson pourrait apporter de la valeur dans le domaine de la santé. Donc il y a une spécialité qui ressort, c'est l'oncologie, la cancérologie. Au niveau de MD Anderson, on travaille pour créer un système qui permettrait d'accélérer le lien entre la recherche et les traitements proposés aux patients. Au niveau de Cleveland Clinic, ce qui est intéressant, c'est que Watson est utilisé pour éduquer, entraîner les jeunes docteurs. Donc Watson a passé son examen de médecine aux États-Unis, donc il a été reçu. Et également, à la Cleveland Clinic, Watson est utilisé pour analyser un dossier patient, un historique patient, et être capable de ressortir les informations clés importantes qui vont être présentées devant un professionnel de santé. Typiquement, analyser un dossier patient quand vous êtes un spécialiste peut prendre énormément de temps. Et puis au Memorial Sloan Kettering, Watson est utilisé pour proposer des traitements possibles dans le domaine du cancer. Donc on parle bien ici d'un système d'aide à la décision, d'accord ? Donc on va, en fonction des éléments que le système a, proposer des traitements, des molécules pour soigner un cancer. Ce n'est pas une décision que le système va prendre, bien sûr. Le système n'a pas tous les éléments en compte, et notamment n'a aucune notion du patient, et je dirais de la psychologie du patient et de l'interaction avec le patient, mais va proposer des décisions. Alors je voulais vous faire une démonstration d'une maquette de ce système Watson Oncology, avec certaines précautions. Aux États-Unis, quand vous êtes diagnostiqué avec un cancer, vous allez voir un spécialiste, mais qui n'est pas spécialisé forcément sur votre cancer. Donc cancer de la prostate, cancer du sein ou autre, vous allez voir le même spécialiste. Donc il doit couvrir en fait un certain nombre de sous-spécialités très importants, qui fait que peut-être le système est plus pertinent aux États-Unis que vous pourrez l'imaginer en France. Mais néanmoins, on va avoir certains concepts particulièrement intéressants. Donc Watson ici va être utilisé pour proposer une synthèse d'un dossier patient, d'un historique, et pour mettre en exergue certains éléments du dossier patient. On va avoir cette illustration de dialogue. Watson va être capable de dire « il me manque certains éléments » pour pouvoir donner une recommandation avec un niveau de confiance assez élevé. Donc voilà, une sorte de dialogue. Voilà les éléments qu'il me manque. Donc identifier et proposer des options. Toujours justifier ses choix, ses décisions, et puis un lien avec d'autres systèmes. Voilà, donc le patient, c'est Jane Smith, elle a 65 ans, et elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Donc elle a un rendez-vous avec un spécialiste, donc c'est la première fois qu'ils se rencontrent, et le but du rendez-vous est de déterminer le meilleur traitement pour cette patiente. Donc voilà le spécialiste, Dr Dave Stone. Alors là, je crois que ça ne rentre pas du tout. Donc on était sur un iPad, et puis donc le docteur se connectait. Donc le docteur va avoir accès à sa liste de patients, va sélectionner Jane Smith. Et le système Watson est un système qui est disponible. Alors je vais vous en parler. Les systèmes santé ne sont pas encore disponibles, mais on a des systèmes génériques qui sont disponibles sur le cloud. Donc c'est un service qui est offert sur le cloud à distance. Donc la première étape va être d'importer, de charger le dossier patient sur le système Watson. Donc bien entendu, pour des raisons de confidentialité,
on peut masquer l'identité du patient. Watson n'a pas besoin de connaître l'identité du patient, mais a besoin d'avoir différents éléments, résultats d'analyse, diagnostics, symptômes, etc. pour donner ses recommandations. Donc, Watson a analysé le dossier patient qui a été fourni peut-être sous forme de fichier Word, de fichier .doc, et propose ici une vue synthétique des informations. Donc on a des informations démographiques, on va avoir des informations sur les traitements qu'a déjà eu ce patient, sur les caractéristiques de la tumeur, éventuelles hospitalisations. Et puis vous voyez qu'il reste deux, vous voyez ou vous ne voyez pas, deux informations que Watson n'a pas. Voilà, il va demander aux professionnels de santé. Donc ça, c'est peut-être des informations qui n'étaient pas dans le dossier patient historique, que le professionnel, que le spécialiste ici va pouvoir renseigner manuellement, ou ça pourrait être des informations qui sont dans le dossier patient, mais dont Watson n'est pas sûr, n'a pas un niveau de confiance assez élevé. Donc c'est le cas dans ce deuxième exemple, où Watson va montrer l'extrait du dossier patient. Lui pense que la réponse est de tel ordre et va demander une confirmation ici au spécialiste. Donc premier aspect, capacité d'analyser les données non structurées, un dossier patient, extraire des informations clés. Et puis, avec ces informations, Watson va ensuite rentrer dans une deuxième étape, va proposer un traitement pour notre patiente. Donc sur la droite, on a deux traitements qui sont pour l'instant pour considération. Donc ce ne sont pas encore des recommandations de Watson, ce sont deux traitements possibles. Donc le premier inclut une chimiothérapie et pas le second. Et puis sur la partie gauche, on va pouvoir renseigner certaines options et peut-être certains choix du patient ou certains éléments complémentaires. On a également ici 3 essais cliniques qui seraient applicables à notre patient. Donc notre patient rentre dans le cadre de 3 essais cliniques qui pourraient être proposés à ce patient-là. Et puis dans le scénario, donc, il y a un certain nombre de choix qui sont faits par le spécialiste. Watson va mettre à jour sa recommandation de traitement, et cette fois-ci on a un traitement qui a un niveau de confiance plus élevé, donc qui est recommandé ici par Watson. Si on rentre un petit peu dans le traitement, donc on va avoir, voilà, c'est un traitement qui inclut chimiothérapie, radio et traitement chimique, et on va avoir plusieurs sous-éléments, comme par exemple les molécules à utiliser dans la chimiothérapie, avec de nouveau en vert ce que Watson va proposer, en orange ce qui est peut-être sujet à discussion d'un point de vue de Watson, et en rouge ce qu'il ne faudrait pas proposer à ce patient-là, typiquement si le patient a une allergie ou a une mutation ou des antécédents familiaux, on sait que certaines molécules ne sont pas du tout adaptées. Voilà, donc pourquoi, par exemple, Watson va me recommander une molécule sur la chimiothérapie. Voilà, je vais pouvoir cliquer dessus en tant que spécialiste et avoir la justification par Watson. Pourquoi est-ce que Watson me recommande ce médicament, ce traitement? Donc là, on a une publication scientifique, par exemple, qui est mise en exergue avec, on pourrait avoir, voilà, normalement, qui doit permettre aux médecins de confirmer ou pas le diagnostic la proposition de traitement de Watson. Voilà, donc je passe sur le reste de la démonstration. Donc, bien sûr, on a la capacité de s'intégrer ensuite à un système d'information ou d'exporter voilà, le plan proposé au patient pour lui remettre. Voilà. Donc, une illustration de ce que l'on fait avec Watson au Memorial Sloan Kettering Center. L'offre va être conjointe. Elle n'est pas disponible encore, elle est en bêta, donc elle est testée chez plusieurs clients. Il y a 15 000 patients qui ont été testés avec ce système-là. Voilà, et c'est quelque chose qui devrait sortir en fin d'année et être disponible. Alors, vous avez vu uniquement des textes en anglais jusqu'à maintenant, parce que ce système n'est disponible qu'en anglais. Donc c'est un petit peu peut-être la déception pour vous francophones. Voilà aujourd'hui les caractéristiques d'un projet
qui peut être adressé par Watson. Et je voudrais passer un petit peu de temps là-dessus parce que quand on présente Watson, on a souvent des gens qui sont très intéressés, qui auraient envie de démarrer un projet Watson. Si le cas d'usage n'est pas approprié, Watson ne va pas être capable de répondre correctement. Et Watson n'est pas un système, encore une fois, intelligent. Watson est un système qui répond à certaines problématiques, mais certainement pas à toutes. Donc, si vous avez des données non structurées, en très grand nombre, voilà, typiquement, les systèmes traditionnels ne sont pas ou peu adaptés. Quand on travaille avec le Memorial Sloan Kettering, on travaille sur des publications, sur des articles de référence, donc qui sont des articles non structurés. Quand on a joué au jeu Jeopardy, on a utilisé Wikipédia, donc c'est des données non structurées. Aujourd'hui, Watson comprend la langue anglaise, mais en fait, les technologies utilisées sous Watson sont disponibles en français. Et je vous donnerai ensuite quelques exemples, notamment un exemple que l'on a fait en Languedoc-Roussillon pour analyser la langue française et en retirer des concepts. Donc le système Watson, lui, est disponible en langue anglaise, mais les technologies dessous sont beaucoup plus vastes. Bon, on va aller vers d'autres langues, très certainement. Aujourd'hui, c'est uniquement la langue anglaise. Quand vous avez un besoin de réponse argumentée, donc Watson est particulièrement doué pour expliquer comment il arrive à une réponse. S'il y a un besoin d'explorer plusieurs réponses, donc typiquement cet exemple de 2 traitements, il y aura plusieurs traitements possibles. Cette capacité à établir un dialogue, et puis l'apprentissage continu. Donc voilà, on est dans un système cognitif, probabiliste, et donc il faut, lorsqu'on a des données de référence qui évoluent dans le temps, typiquement les publications scientifiques, voilà, Watson est particulièrement adapté. Donc, au niveau de Watson, donc on a plusieurs projets qui sont encore sous forme de recherche ou qui ne sont pas encore commercialement disponibles pour nos clients. Donc j'en ai mentionné quelques-uns. Il existe un système Watson générique qui vous permet de charger vos propres données de référence, d'entraîner Watson et puis ensuite de l'utiliser en mode question-réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui en anglais. On a plusieurs sociétés en France qui s'intéressent à ça. Dans la santé, on attend ce système pour l'oncologie, on espère d'ici la fin de l'année. Et je ne voulais pas vous laisser un petit peu dans ce mode où on a un système très intéressant, très prometteur, malheureusement uniquement disponible sur la langue anglaise. Je voulais parler un petit peu de ce que l'on peut faire en France aujourd'hui, de ce que l'on fait avec des outils d'analyse avancés, comme celle utilisée par Watson, donc typiquement des outils qui vont comprendre le langage naturel, des outils qui vont être capables de générer des hypothèses, donc de faire de l'analyse prédictive. Donc sur la partie gauche de ce transparent, vous voyez ce que permet Watson. Watson permet d'utiliser une connaissance des concepts généraux et de se l'approprier, de l'appliquer à un cas particulier. Donc Watson va permettre de combler le fossé de l'appropriation de la connaissance. La connaissance étant livresque, des publications, des directives, des guides de bonnes pratiques. Une alternative, et les deux peuvent travailler ensemble aussi, est de s'appuyer sur les données collectées. Donc j'ai démarré en parlant de big data, de volume. Aujourd'hui, on a énormément de données, on va en avoir de plus en plus. Le problème dans les mois et les années à venir va pas être le manque de données, ça va plutôt être le trop plein de données ou de retrouver les bonnes données, les données pertinentes. Donc aujourd'hui, et de plus en plus, on va avoir des dossiers patients, des historiques de dossiers patients, on va avoir des résultats d'analyse, des observations, etc. On peut s'appuyer sur ces données-là pour être capable de définir des modèles prédictifs que l'on va ensuite appliquer à des nouveaux patients. Donc on peut apprendre de toutes ces données collectées. On peut retirer des connaissances personnalisées de toute cette historique de données. Donc au lieu d'avoir une méthode fondée sur la connaissance, on peut également avoir une méthode fondée sur les données.
Et donc je voudrais en donner quelques exemples. Donc on a une solution qui s'appelle Advanced Care Insight qui contient 3 composants principaux qui permettent d'analyser le langage naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui. En français, on a le support de l'analyse syntaxique. On sait reconnaître un verbe, un nom, etc. Et c'est une boîte à outils qui permet de développer des annotateurs. Donc on va être capable de lui dire que fièvre, par exemple, c'est un symptôme. Mais c'est un peu réducteur, parce que si je dis que fièvre est un symptôme, on va retomber dans la correspondance de mots-clés. On ne prend pas en compte le contexte. Si on a un texte qui parle de quelqu'un qui s'est cassé la jambe suite à la fièvre du samedi soir, la fièvre n'est pas un symptôme. Mais il peut avoir eu une fièvre un samedi soir. Donc il y a toute une subtilité à prendre en compte ici au niveau du langage naturel. Donc là, il y a d'autres exemples qui sont donnés. On peut extraire une information d'un contenu non explicite. Par exemple, mon patient a réduit sa consommation à 1 paquet par jour. Donc ça veut dire qu'il est fumeur. Pourtant, c'est pas explicite. On va pouvoir corréler des informations. Un infarctus du myocarde et une crise cardiaque, c'est la même chose. Ce sont des concepts identiques. Et on va être capable également de rechercher des tendances, des corrélations, des déviations dans du texte. Donc c'est quelque chose que l'on a utilisé chez un client aux États-Unis. On va être capable de trouver des informations que l'on ne cherchait pas. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Habituellement, on travaille avec des professionnels de santé qui nous disent, bon voilà, pour identifier un patient à risque d'insuffisance cardiaque, voilà les facteurs de risque cliniques. Donc vous les prenez en compte, vous les recherchez dans vos documents non structurés, et puis vous calculez si mon nouveau patient a un risque élevé d'être insuffisant cardiaque ou pas. En analysant les documents historiques, et notamment les patients qui étaient atteints d'insuffisance cardiaque, on a vu que tous ces patients-là avaient en commun, par exemple, certains éléments qui n'avaient pas été remontés par les professionnels de santé. C'est par exemple des facteurs sociaux. Donc les personnes qui sont dépendantes à domicile, dans ce cas précis, étaient plus sujettes à avoir une insuffisance cardiaque. Donc cet outil est quelque chose qui est disponible, que l'on utilise déjà sur plusieurs projets. Et la deuxième partie de l'outil, peut-être vous connaissez SPSS, vous en avez entendu parler, c'est cet outil d'analyse prédictive. Donc on va analyser des données historiques et statistiquement, voilà, on va s'apercevoir que les patients atteints d'insuffisance cardiaque avaient tel et tel symptôme en commun. On va en construire un modèle mathématique, statistique, qu'on va être capable d'appliquer sur des nouveaux patients. Et donc quand on va recevoir un nouveau patient, statistiquement, on va être capable de dire ce patient a 80% de chances de déclencher la maladie, ou 50% ou 40%, etc. D'accord ? Donc c'est uniquement des statistiques appliquées sur un historique de données. Plus l'historique de données est important, plus le modèle peut être fin. On a une ARS qui utilise ce système-là en termes d'analyse prédictive opérationnelle pour essayer de simuler, d'évaluer et d'optimiser au mieux le déploiement de ces ressources. J'ai parlé de cet exemple aux États-Unis, mais on en a plusieurs où on est plus dans la compréhension d'un patient et dans l'aide à la décision. Et puis en France également, on a un système de prévoyance qui utilise ce système pour détecter des fraudes. Donc être capable de détecter qu'un comportement est anormal, déviant par rapport à un comportement normal, et donc le remonter et éventuellement voir si c'est un comportement frauduleux. Et puis le troisième aspect, toujours basé sur ces données historiques, serait de dire pourquoi est-ce que je ne peux pas comparer mon patient à des patients qui ont eu les mêmes problèmes à un moment donné dans le passé. Comment est-ce que ces patients ont évolué ? Et est-ce que cela peut m'aider à prendre une décision, à voir comment mon patient pourrait évoluer ? Donc, sur la partie basse ici du transparent, vous avez une cohorte dynamique issue d'un historique de données qui va être construite dynamiquement par l'outil
Une cohorte, c'est un ensemble de patients qui sont similaires à mon patient. Donc on ne peut pas comparer tous les patients. Mais si un patient arrive, en fonction de son âge, son sexe, ses antécédents, ses diagnostics, on a des outils qui sont capables de rechercher des patients similaires, qui ont les mêmes attributs. Et ces patients similaires, on peut voir comment ils ont évolué. Comment ils ont évolué quand on leur a donné ce traitement. Comment ils ont évolué en termes de risque de complications. Et ça, ce sont des informations qui peuvent aider ensuite le médecin à définir quel pourrait être le meilleur traitement ou quels sont les risques associés à ce patient et donc quel programme de soins je dois mettre en place. Donc là, j'ai un exemple sur une patiente qui s'appelle Judy Smith, qui souffre d'hyperlipidémie, donc trop de mauvais cholestérol. Et on a un résultat d'analyse ici. Donc on a une barre noire qui indique la valeur aujourd'hui pour Judy. Donc elle est à 168 mg par décilitre au niveau de LDL. Et puis on a plusieurs, ici on voit trois médicaments qui peuvent être proposés. Et puis on a un certain nombre de patients similaires qui ont été détectés et proposés par le système. Et on voit qu'il y a 192 patients similaires qui ont reçu le premier médicament, 183 qui ont reçu le deuxième, 180 qui ont reçu le troisième. Et on peut voir en bleu quelles sont les valeurs qu'ont eu ces patients après avoir reçu ce traitement. Donc vous voyez par exemple que le troisième traitement paraît le plus adapté pour ce type de patient. Donc ce n'est pas ce traitement qui est adapté dans l'absolu, c'est uniquement pour ce type de patient. Voilà, apparemment, le troisième médicament donne les meilleurs résultats. Voilà un exemple d'application de ces outils d'analyse de patients similaires. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de ce projet à Cetone. Donc le but était d'identifier les patients à risque de réadmission. Donc aux États-Unis, en fait, si un patient est réadmis dans les 30 jours pour cause d'insuffisance cardiaque, le payeur ne donne pas plus à l'établissement. Donc c'est pour ça que Cetone était particulièrement intéressé pour identifier ces patients-là. Donc je vous ai partagé quelques éléments, le fait notamment que certains facteurs de risque avaient été identifiés par les outils, en plus des facteurs cliniques. Également, ce qui était intéressant, c'est que dans certains cas, les données non structurées ont plus de poids, plus de valeur que les données structurées. C'est-à-dire que les médecins ont leurs habitudes, on le voit parce que la gestion du changement, c'est toujours quelque chose de très important, et je le comprends parce qu'on va demander à des gens de modifier leur façon de faire pour s'adapter à un outil informatique. Mais typiquement, beaucoup d'informations sont rentrées dans des commentaires, dans des zones de texte libre, et on va avoir les champs structurés qui indiquent par exemple que le patient est fumeur ou que le patient a tel symptôme qui ne vont pas être renseignés alors qu'ils vont l'être, l'information va l'être dans les zones de texte libre. Voilà, donc là on a utilisé les outils d'analyse de langage et les outils prédictifs et on a fait le même travail il y a 2 ans avec le réseau polyarthrite rhumatoïde du Languedoc-Roussillon, donc juste à côté. Donc on a travaillé, l'idée étant, la question qui nous a été posée, c'est est-il possible de connaître l'état de sévérité qu'un patient va atteindre tout au long de sa vie en se basant sur les données collectées lors de sa première consultation. D'accord, donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie chronique qui évolue par poussée. Et voilà, lors de la première consultation, est-ce qu'on sait dire quelle sévérité le patient, jusqu'à quelle sévérité le patient pourra aller? L'idée étant derrière d'avoir pour ces patients identifiés, d'avoir des programmes d'accompagnement associés. Donc on a travaillé sur 1400 patients. Donc voilà, dans ces 1400 patients, il y en avait uniquement 400 qui avaient déclenché une sévérité importante. Donc on a utilisé uniquement 400 patients, donc ce qui est très faible, trop faible, on va le voir. Donc on a développé certains annotateurs au niveau du langage naturel pour détecter le caractère érosif, notamment de la polyarthrite. Donc vous voyez certains éléments ici.
Et puis, on a développé un modèle prédictif. Donc, quand on développe un modèle prédictif, on utilise son historique de données. Donc là, les 400 patients, on en a utilisé 250 pour construire le modèle. Donc, l'outil va proposer des algorithmes statistiques de régression linéaire, par exemple. Et on utilise 150 pour tester la validité du modèle. Donc là, la déception un petit peu, c'est que le modèle s'avérait pertinent à 75%, donc 3 fois sur 4, ce qui est trop peu pour avoir une utilisation réelle. Et cela s'explique par le fait justement qu'on ait trop peu de données. Construire un modèle sur 250 patients, c'était trop limité. Et s'explique aussi par le fait qu'on avait des données uniquement dédiées spécifiques à cette maladie-là. On s'aperçoit sur d'autres projets que c'est important d'avoir beaucoup de données et d'avoir des données variées qui dépassent le cadre strict médical également. Donc, ce projet a néanmoins permis de valider la démarche, donc a donné des arguments au réseau polyarthrite pour justement savoir co-collecter à l'avenir et a complètement validé la démarche. Voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous en termes d'analyse de données. Donc un système très, très avancé, très pointu dans son domaine, disponible en anglais, qui va petit à petit arriver. Et je pense ce système qui a permis aussi de faire évoluer les mentalités, de voir qu'il est important, et moi je suis industriel et technique, de concevoir des systèmes qui soient beaucoup plus adaptés aux utilisateurs. Donc on a beaucoup travaillé ces dernières années sur des systèmes plus puissants, plus complets, plus complexes, pas tellement sur des systèmes plus simples à utiliser. Et puis l'importance que les données vont prendre, on va avoir de plus en plus de données, non structurées, et je crois en l'émergence de ces projets-là basés sur les données d'analyse prédictive ou d'analyse des données non structurées. Voilà. On a 10 minutes, donc on a le temps d'échanger. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Oui. Là, pour l'instant, Watson comprend du texte. Est-ce qu'il est envisageable de lui faire interpréter des images, des graphiques? Oui, tout à fait. On travaille là-dessus. En santé également. L'idée étant quand on fait du screening, du dépistage, par exemple, d'avoir un système qui puisse dire quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, pour dégager du temps pour les radiologues, par exemple, et pour qu'ils ne passent du temps qu'à analyser les radios ou les examens qui montrent un problème. Donc ça, effectivement, on travaille là-dessus en ce moment. Voilà, notamment, on a un laboratoire à Zurich, un laboratoire aux États-Unis. Et voilà, c'est des travaux en cours, effectivement. C'est la prochaine étape après l'analyse du texte, l'analyse d'images et de vidéos. Oui. En fait, si j'ai bien compris, vous arrivez à dégager un certain nombre de règles, par exemple, de vos analyses du data mining des grandes données. La question que je me posais, parmi ces règles, est-ce que vous n'avez pas un problème, parce que j'ai vu ça dans d'autres projets de recherche, d'émergence d'un très grand nombre de règles triviales? Et en fait, à ce moment-là, la difficulté ne consiste pas tant à récupérer des règles, mais qu'à se focaliser sur les règles pertinentes. Oui, tout à fait. C'est une question très pertinente. Je ne suis pas assez versé dans le détail pour sans doute vous donner une réponse appropriée. Ce que je peux dire, c'est que quand on applique un système Watson, il faut l'entraîner, il faut l'éduquer. Donc on ne va pas tellement se baser sur des moteurs de règles ou sur des règles et donner des poids à des règles. On va entraîner le système, on va lui indiquer, voilà, on a les jeux de test, voilà quelle est la bonne réponse, etc. Et donc lui va se pondérer en fonction des réponses, en fonction de l'apprentissage qu'on va lui donner. Mais bon, j'ai bien conscience que je ne dois pas répondre complètement à votre question. Là, c'est vraiment voilà, c'est des domaines trop pointus pour moi. Oui. Est-ce que de la même façon que
Et où est-ce que vous avez Watson va être entraîné à la voix, en fait, tout simplement par de l'enregistrement? Donc c'est un point intéressant. Quand Watson a joué à Jeopardy, en fait, il ne comprenait pas la voix de l'animateur. Donc on lui soumettait la question sous forme de texte. On a des partenaires comme Nuance, par exemple, qui permettent de faire du speech to text et inversement. Et donc c'est quelque chose qui se branche très très facilement, oui, devant Watson, par exemple. Donc plus dans la phase question-réponse, plutôt que dans la possibilité d'analyser des données qui seraient disponibles uniquement vocalement. Ça, je pense qu'on ne sait pas faire. Ou alors, il faut les transformer sous forme de texte pour qu'ensuite elles soient intégrées à la base de connaissances. Ouais. Physiquement, Watson, c'est du logiciel? C'est du logiciel. Il n'y a pas de processeur particulier pour faire tourner Watson? Alors, c'est un système massivement parallèle. Donc, en 2011, je ne sais plus le nombre de P-Series qu'il fallait, mais c'était impressionnant. Ça représentait peut-être cette salle-là. Maintenant, le système est beaucoup plus petit. Au jour d'aujourd'hui, la commercialisation sera en mode cloud. Donc, vous achèterez un service disponible sur un cloud et vous n'aurez pas de matériel à acheter. Donc ça sera un service. Donc c'est du logiciel plus du paramétrage, de la configuration, de l'apprentissage. Voilà. Et IBM a eu besoin de développer des langages particuliers? Alors il y a certains outils qui ont été développés pour Watson, comme cet outil d'analyse de langage naturel ou utilisé. Après, il n'y a pas de composants matériels spécifiques qui ont été faits, d'appliances ou de choses comme ça. Non. IBM a longtemps été l'apôtre des systèmes propriétaires fermés, etc. C'est plus du tout le cas. Donc là, on s'appuie, même les outils d'analyse de langage naturel, c'est des frameworks open source, UIMA, si vous connaissez. Voilà, les systèmes d'analyse prédictive aussi, c'est des systèmes complètement ouverts, intégrables. Donc il n'y a rien de plus que de la propriété intellectuelle, l'utilisation d'algorithmes et de méthodes de compréhension du langage naturel différentes. Donc Watson va utiliser en parallèle des algorithmes et des méthodes différentes et va les recombiner ensemble. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de propriété intellectuelle et de travail de recherche. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'indice de confiance. C'est indécis, le calcul à partir de quoi? Il est défini par nous à partir de quoi? Voilà. Donc au niveau du scoring des réponses, par exemple au niveau de Jeopardy, quand une question est posée, Watson va trouver plein de réponses possibles et à un moment donné, il va se souvenir de qu'est-ce qui est demandé dans la question. Donc est-ce qu'on cherche un objet, par exemple une ville, un personnage? Et ça, c'est un élément qui va lui permettre de dire si une réponse possible est bonne ou pas bonne. Donc voilà, ça c'est un élément de scoring. Donc est-ce que ma réponse correspond au type de réponse attendue par la question? Voilà. Après, d'autres éléments, il y a énormément d'autres éléments dessous. Quand on va recomposer en fait les réponses, puisqu'au début on décompose la question en sous-parties, on va recomposer la réponse et les indices de confiance individuels vont être additionnés, par exemple, mais pas seulement. C'est-à-dire que la réponse globalement dans son ensemble, on va l'évaluer. Donc ça, ce sont les algorithmes internes de Watson qui justement valident cette partie-là. Et l'apprentissage que vous avez fait, que vous avez donné, va permettre de changer cet indice de confiance pour lui donner plus ou moins d'importance. Justement, à partir de quel moment en fait, on peut dire qu'il a bien appris pour bien apprendre? C'est empirique. C'est-à-dire que ce sont des systèmes empiriques. Donc voilà, on les entraîne sur des jeux de données et après on les applique. Et peut-être qu'au début, on aura un indice de confiance de 80-85%. Et si on corrige le système à chaque fois, voilà, petit à petit, l'indice de confiance va monter. Voilà. Je vous remercie.